Il y a un moment, j'avais des classeurs, ça me permettait de ranger ma tête. Un de mes classeurs était un classeur en rangement rhizomique. Je dis ça pour me la crâner. Mais en gros, c'est un classeur où j'associe des documents entre eux. Ça fait que si on étale les documents, ça crée une sorte d'arborescence. Par rapport à ce rangement rhizomique, ou par rapport à ce rangement par association, il y a un historien qui s'appelle Aby Warburg, qui a tout un travail où il fait des liens entre plusieurs documents historiques pour voir s'il y a des liens historiques entre différents documents. Ça me fait penser aussi à la pratique de l'archéologie des médias. J'ai jamais vraiment travaillé dessus, donc je vais pas en parler de ouf. Moi, c'est NF au Beaux-Arts qui nous en a parlé de cette pratique, il me semble. Par rapport au rhizome, il me semble que c'est Deleuze qui a en partie pensé cette pratique, mais j'ai jamais lu Deleuze parce que ça me fait chier. Il y a un truc que il faut que je regarde, c'est l'abécédaire de Deleuze qui est disponible sur YouTube, je crois. Je reviens sur mes classeurs. Pendant que je faisais mes classeurs, je m'intéressais beaucoup aux pratiques de l'archive. En fait, au début, j'étais pas d'accord avec la pratique de l'archive, mais j'ai changé d'avis. Mais je vais plus ou moins y revenir dessus. Et donc, sur ces questions d'archives, ça m'a amené à m'intéresser à l'association Mémoire minoritaire, au Bracero, à Lyon, à Vaux-en-Velin. J'ai au final fait des résidences là-bas avec des gens super chouettes. Citer les noms pour l'interrogation. Je devais pas le dire ça. Ce qui nous a amené à participer à une exposition au Palais Bourbon. Pendant ces résidences, j'ai produit plusieurs textes, dont Protection de l'archive minoritaire. Je vais essayer de vous le lire. Protection de l'archive minoritaire. Introduction. Samir Boumedienne parle que l'archive de l'Occident est une force qu'elle a, qui lui permettrait de se relever si elle chute. L'archive comme invention du modernisme, on archive ce que l'on veut pour le bien du capitalisme. Le modernisme archive l'archive. Je m'intéresse donc aux archives minoritaires comme contrepoids de ce que possède l'Occident, comme savoir que l'Occident ne voudrait pas. La période du Moyen-Âge a montré que certains récits auraient été oubliés ou détruits comme celui des hérétiques. Ma démarche alors pour ce projet est de trouver des moyens de protection de l'archive. Je me pose également ces questions par rapport à l'accessibilité de l'archive interdite dans un lieu donné, comme aux États-Unis par rapport à la volonté de Trump de supprimer des livres. Des formes existent déjà par rapport à certaines accessibilités, par exemple sur Minecraft. Reporters sans frontières a ouvert un serveur Minecraft, la bibliothèque libre, qui permet d'accéder à certains textes interdits dans certains pays. L'utilisation du numérique est donc utilisée comme un non-lieu. Je vais essayer dans ce texte de réfléchir à des méthodes de protection de l'archive autres que par le numérique. Samir Boumediane parle dans une conférence donnée à l'ENSBA Lyon d'une possible future obsolescence du numérique et d'imprimer les archives sur papier car des données numériques peuvent devenir obsolètes et être plus lisibles. De plus, le numérique pourrait disparaître ou devenir un outil bourgeois car les minerais utilisés pour les appareils électroniques sont épuisables. Mais pouvons-nous garder des outils du numérique, utiliser des formes du numérique pour une utilisation matérielle, créer une protection de l'archive quand on est marginalisé, instituer quand on est à la marge. Listage de méthodes de protection de l'archive. Faire une fiction utilisant des connaissances et métaphoriser ces connaissances pour qu'elles passent comme futiles au commun des mortels. Rephilosopher à partir de ces connaissances. Ne pas mettre le nom de l'auteuriste pour la protéger. Utiliser un langage minoritaire peu connu afin de protéger ses connaissances et que l'archive paraisse futile aux yeux des autres. Faire un cheval de Troie. Exemple, faire une couverture de livre qui va à l'encontre du contenu de l'archive. Faire passer quelque chose pour ce qu'il n'est pas. Exemple, couverture de livre transphobe pour un contenu qui est pour les droits trans. Passer et diffuser une archive par l'oral. Il y a une perte au fur et à mesure du temps et des passations. Créer une fausse poubelle comme outil de cachette, archiver un discours qui critique les voix marginalisées, créer un savoir à partir de sources critiquant notre savoir, un contre-savoir. Faire semblant de détruire une archive ambiguë qui mène à la plurilecture. Graver l'archive minoritaire dans l'architecture non minoritaire, fusionner le savoir minoritaire avec le savoir non minoritaire pour que le savoir minoritaire ait moins de chances de se faire détruire. Exemple, écrire un savoir queer sur une œuvre institutionnalisée archivée par l'Occident, graver sur la tour Eiffel des savoirs marginaux, et sur un Picasso, un savoir marginal. Conclusion, beaucoup de choses que j'ai trouvées servent à duper. Il faut faire acte de vandalisme. Ce que je propose est à double tranchant, car soit on comprend, soit on passe à côté et ça se perd. Retour sur la protection de l'archive minoritaire. Une technique que j'ai pas développée dans le texte est celui de la technique de la diffusion. Par exemple, plus un texte se diffuse, plus la chance de le détruire est difficile. Il réduit le pourcentage de chances de se faire détruire, car il se multiplie.
Comment trouver des techniques de diffusion, comment trouver des techniques de diffusion, utiliser Internet tant qu'il existe pour imprimer le plus possible de documents, imprimer des livres, imprimer des trucs. Autre retour sur la technique du cheval de Troie. Certains mots sont interdits dans la recherche scientifique aux États-Unis, Yuna. Donc, on peut utiliser les mots comme Dyke pour parler de nos vécus, car Dyke a un double sens, filon, Gwyn. On pourrait aussi utiliser le terme d'amitié, féminiforme, c'est, etc. On pourrait aussi utiliser les mots péjoratifs institutionnalisés pour nous décrire comme malades mentaux, ou sinon, on invente des nouveaux mots. Voilà, c'est un peu long la lecture. J'ai donc produit d'autres textes. Je vais vous en lire un. Il est moins long et chiant a priori. Ok. Ma mamie, elle a arraché avec ses dents la peau de son père chien. Mon autre grand-mère, je l'aime pas. Je coche beaucoup de cases, vous savez. Bougre d'enculé, pléonasme. Gros hérétique, gros beauf. J'ai dit le ciel sera bleu et restera bleu. Mais des fois le ciel redevient rouge, alors que fais-tu, que veux-tu faire, chien? Bla 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 bla. La tour de Babel a été détruite, je l'ai déjà dit. On est tellement beauf chez les bourreaux pour pas nous abandonner, nous petits. Retourner dans les failles pendant que l'ouragan est là, l'autre a dit. Je l'ai déjà dit aussi. On est tellement cons, on est tellement débiles, qu'est-ce que j'ai chaud, chien. J'ai dit on coche beaucoup de cases, tu sais. J'ai dit, glyphes existent, tu sais, mais si c'est pas sur le clavier, même si c'est pas sur le clavier, les glyphes existent. Mon vernis est si beau, chien. Tout le monde est gay, tout le monde est pédé, tout le monde est gay, tout le monde est lesbienne, chien. Viens dans ma bouche, STP. On a des trous plein la tête, tu sais. Complexe d'Oedipe, je veux pas baiser mon père, je veux baiser le capitalisme. Alors que fais-tu, chien? Que fais-tu? Regarde mes TN, mais t'es mal à la taille de mon cul, chien. Mes ongles sont si beaux, chien. En full kawaiiné dans mon trou paumé, mais je suis si beau. Je suis si gros, je suis si beau. 106 kilos de pure swag, t'as peur, chien. Suce mon troisième doigt, comme l'autre a dit. Pourquoi t'as pas mis du vernis sur tous tes ongles? Pour mieux me doigter, chien. Silence maintenant, regarde comme je suis triste. Soulève-moi si t'es courageux, chien. On va pas vous donner de quoi manger. Je veux capitaliser sur vous. Je tourne pas en rond, c'est un pèlerinage, chien. Voilà, j'avais fait d'autres textes, mais j'ai la flemme de vous le lire. Je reviens sur le sujet de mes classeurs. J'ai utilisé mes classeurs comme support de sujet de mémoire. C'est un mémoire que j'ai fait en 4e année. Aujourd'hui, je trouve que ce mémoire est vraiment pas ouf et qu'il manque plein de trucs trop importants. Il y a plusieurs parties dans le mémoire. Il y a l'introduction. La vraie première partie, c'est la présentation d'un embranchement de l'arborescence de mon classeur en rangement rhizomique. Il y a une anthologie de documents, une partie qui s'appelle Queer de maison, une partie sur une lettre de Frida Kahlo, une anthologie de films, une ébauche de pensée sur le monstre et une ébauche de pensée sur l'art brut. Je vais pas m'attarder sur toutes les parties, je vais parler que de la présentation de l'embranchement, de l'ébauche de pensée sur le monstre et de l'ébauche de pensée sur l'art brut. Donc, dans la partie sur la présentation de l'embranchement, je passe d'une présentation alchimique qui s'appelle Aurora. La pose, la composition et l'action me fait penser à une perf de Dorian Wood qui s'appelle Nordris Narcisse. J'aime trop cette perf, j'essaye d'y revenir plus tard. Après ça, du coup, j'ai fait une courte présentation de Dorian Wood, puis je parle d'un clip qui s'appelle Simulacro. Le clip reprend une esthétique de collage. J'ai fait un lien à partir de ça avec le collage de Claude Cahun, que je kiffe trop. Je parle ensuite de la manière dont on parle de Claude Cahun, notamment comment on parle de Claude Cahun sur Wikipédia, où il y a tout un débat sur comment genrer Claude Cahun. Puis je parle du système de rangement de Wikipédia, afin de parler de rangement d'archives et d'archives. Puis en parlant d'archives, je fais un lien avec un jeu vidéo de Daniel Brathwaite Charlet, Black Trans Archive. Voilà. Le passage survole tous ces sujets. Maintenant, j'aimerais bien revenir point par point. Dans la perf de Dorian Wood, Nordris Narcisse, le performeur qui lit le livre suivant, Sexuality and Erotism Among Male in Muslim Society. J'ai trop envie de lire ce livre, mais il est vraiment accessible. Il est vraiment accessible dans ma ville que dans une réserve à la Pardieu. Le fond Schumacher. Du coup, j'ai la flemme, parce qu'en plus, il est sous réserve, donc c'est très cérémonial pour juste lire le livre, voilà. Par rapport à la discussion Wikipédia sur Claude Cahun, déjà à l'époque, dans mon mémoire, j'avais évoqué le livre de Clovis Maillet, Les genres fluides, car dans la discussion Wikipédia, les gens se demandaient comment genrer Claude Cahun. Car déjà à l'époque, Claude Cahun utilisait le they en anglais dans ses textes, et car il y a plein de réflexions sur le genre et l'identité en général dans son taf.
Mais du coup, je cite les genres fluides car je trouvais que c'est une bonne grille d'analyse. Car dans son livre, Clovis Maillet utilise comme grille de lecture la transidentité pour parler de la culture de genre au Moyen Âge. Clovis Maillet fait un genre de transgaze à l'inverse d'un male gaze pour analyser d'une autre manière le genre au Moyen Âge. Et je kiffe. Je me dis que ça pouvait être une grille de lecture à utiliser peut-être sur d'autres époques. Mais il y a plein de trucs que j'avais pas du tout évoqués sur Claude Cahn. Déjà, j'ai pas du tout fait le rapprochement entre genre et lesbianisme. Genre, c'est trop important. Déjà, je ramène forcément aux différents textes de Monique Wittig par rapport à ça. Mais aussi dans le livre Pour une esthétique de l'émancipation de Isabelle Alfonsi, où elle parle également d'une revue où Claude Cahn a participé qui s'appelle L'Amitié, je crois. C'est un truc que j'ai envie de parler, c'est un truc dont j'ai envie de parler, cette revue, car je trouve que ça parle de Dupé. Mais la partie de ébauche d'une pensée sur le monstre va plus ou moins en parler. Par rapport à Claude Cahn, un autre truc que j'ai pas fait, où j'ai pas fait le rapprochement du tout dans mon mémoire, c'est que j'avais pas du tout évoqué la judéité de Claude Cahn. Et en fait, c'est important. Je pense peut-être dans le vécu de son genre. Pour ce, je vous ramène à un podcast, Une histoire des masculinités juives, co-fait par Tal Madesta, sur le podcast Les couilles sur la table, il me semble. Tal Madesta qui a également fait La fin des monstres, qui répond à un livre dont je vais parler plus tard. Voilà par rapport à cette partie, j'ai rien à dire pour l'instant. J'ai plus rien à dire pour l'instant, je pense que c'est ça que je voulais dire. Bref, je passe maintenant à la partie ébauche d'une pensée sur le monstre. Je vais essayer, je vais essayer de contextualiser pourquoi j'ai voulu faire cette partie. J'ai eu un gros intérêt pour ce que représente la figure du monstre, et je m'intéresse donc à comment le monstre était utilisé pour représenter des faits sociaux, des différences sociales, des peurs sociétales. Donc cette partie parle plus ou moins de ça, mais du coup c'est plus une anthologie d'œuvres qui utilisent des figures non humaines, pour parler d'autres choses. Donc la partie parle de Je suis un monstre qui vous parle de Paul Preciado, Steven Universe de Rebecca Sugar, Love is a Message and the Message is Death de Arthur Jaffa, Les Moomins de Tove Johnson, puis je parle ensuite des X-Men. Par rapport à Je suis un monstre qui vous parle de Paul Preciado, c'était ce livre que je parlais quand je parlais de la fin des monstres. Je crois que je suis plus trop d'accord avec tout ce que dit Preciado, mais je kiffe bien ce livre. Je conseille également le film Orlando de Preciado. Par rapport à Steven Universe, dans mon mémoire, à l'origine, je parle de plein de trucs. Je parle du fait que ça évoque plein de sujets, validisme, existence de genre, mais à aucun moment je parle du fait que Steven Universe est une analyse du fonctionnement capitaliste. Le fait que ça parle de système d'exploitation, sur qui repose ce système-là, qui ça exploite, qui se retrouve discriminé dans cette histoire, etc., etc., etc. Voilà, je kiffe Steven Universe. Par rapport à Love is a Message and the Message is Death, allez voir la vidéo. Mais warning, vraiment, ça peut être choquant. Mais en fait, le film parle de lui-même. Il y a des captations dispo sur YouTube. Par rapport aux Moomins de Tove Johnson, je m'étais surtout attardé sur les planches de Pénélope Bagieux par rapport à la représentation de Zozote et Zézette. Je crois que les personnages s'appellent comme ça. Les personnages qui tiennent une valise qui cache un cœur en diamant dedans. Et pour les X-Men, ce qui m'intéresse, c'était toute la dimension de recréer dans un univers fictif une population qui a été discriminée. Et je trouve que dans certaines adaptations, c'était trop intéressant parce que ça parlait par exemple de conflits intracommunautaires. Voilà pour cette partie. Je finis donc avec la partie ébauche d'une pensée sur l'art brut. Dans mon mémoire, je parle vite fait de Dubuffet et de ce qui l'intéresse. Dans mon mémoire, je parle vite fait de Dubuffet et de ce qui l'intéresse à la création du mouvement de l'art brut. Ensuite, je parle d'un mémoire, le mémoire d'Alistair, /H Paradoxae sur YouTube, qui avait donc fait un mémoire sur art et handicap. Il évoque en gros le fait que le public valide cherchait à ce qu'on les éduque sur des questions de handicap et que cela permettait pas à une personne handicapée de développer des questions liées au handicap, que le public valide freinait ses réflexions en gros. Puis après, je parle d'une vidéo de Feldup qui avait fait une vidéo qui s'appelle L'art des fous, je crois. Mais aujourd'hui, je kiffe pas trop cette vidéo, mais j'arrive pas à savoir pourquoi j'aime pas trop cette vidéo. Peut-être que c'est pas très pointu sur l'angle artistique. Je sais pas. C'était peut-être pas son but de toute façon, on s'en fout. Puis ensuite, je parle du musée d'art brut de Lausanne,
que je trouve chelou. Déjà, l'ambiance utilisée est celle d'un cabinet de curiosité, donc je trouve ça chelou. Mais je parlais également du plan de salle avec les œuvres du musée d'art brut de Lausanne. J'avais une impression que l'art brut ne savait pas parler d'art brut. Je pense forcément, du coup, que la plupart des institutions d'art brut ne savent pas en parler, ni ne sont éduquées sur les sujets de folie, ce que ça représente, etc. Ce que c'est, et que c'est évidemment pas des personnes folles qui gèrent ces milieux. Dans cette partie aussi, j'avais très peu évoqué l'aspect raciste et classiste, etc. de ce mouvement. Depuis cette partie, j'avais lu Art Queer, une théorie fric de Renate Lorenz. Elle parle dedans du principe d'hétérotopie de Foucault et également d'inversion. Euh, elle parle comment certaines personnes freak ont su se réapproprier les personnes pour capitaliser sur un public bourgeois. Ah oui, pardon, je répète. Elle parle comment certaines personnes fric ont su se réapproprier leurs personnes pour capitaliser sur un public bourgeois. Bon, voilà, je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. Et là, j'ai trop la flemme, c'est la fin de la vidéo. Bonne journée, /soirée.